Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Alors, ce soir, j'ai très hâte de voir J.E. Félix Séguin est allé en Italie, dans le village natal du clan Rizzuto. Il nous livre ses impressions. Félix, salut. Salut, Richard. Écoute, c'est quoi le village natal du clan Rizzuto et ça ressemble à quoi? Ben, écoute, ça s'appelle Cattolica Eraclea. C'est là, c'est d'abord où c'est niché sur les collines de l'Agrigente. Donc, la deuxième ville en importance en Sicile, on a Palerme, et puis ça, Agrigento, en fait. Et c'est à 1 heure environ de ce chef-lieu. C'est un village qui se meurt, évidemment, qui se vide de ses habitants. Il y a plus d'habitants de Cattolica Eraclea qui habitent présentement Montréal que de résidents qui demeurent dans ce village présentement. On a parlé au maire de l'endroit. C'est drôle parce qu'on a eu avec lui une discussion de sourds, enfin, sur la mafia, parce que il refusait ou il acceptait volontiers, pourrait-on dire ça poliment, de dévier nos questions quand on lui demandait si la mafia avait posé des problèmes à la réputation de ce village. Tu sais, mais il faut bien le dire, il y a 192 clans mafieux en Sicile. Le clan Rizzuto et d'autres aussi ont pris naissance à Cattolica Eraclea, mais alors, quand on lui parlait des Rizzuto précisément, est-ce qu'ils ont posé des problèmes à la réputation de votre ville? C'est l'évidence même qu'ils ont posé des problèmes à la réputation de ce village. Oui. Mais ce qu'il nous disait, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a beaucoup d'Italiens qui travaillent chaque matin, qui se lèvent, puis qui vont travailler comme des honnêtes citoyens sans jamais répondre à cette question-là. Bien sûr qu'on le sait. Puis nos confrères italiens, puis les Canado-Italiens à Montréal, oui. puis partout dans le monde, c'est une vérité. Et c'est pas parce que tu viens de ce village-là que nécessairement mais c'est sûr et certain. Sauf que entre ça puis nier totalement l'existence de la mafia, il y a un fossé, là, tu sais. Exactement. C'est pour ça que je te disais que c'est un dialogue un peu à sens unique, cette entrevue-là. C'est un peu particulier. Puis il faut savoir aussi que dans le patrimoine mafieux de Cattolica Eraclea, il y a eu des meurtriers qui ont été, comme c'est arrivé ailleurs dans le monde, là, mais c'est caché à l'église. Il y a des gens qui sont morts à Montréal, qui ont été abattus à Montréal en raison de conflits qui ont pris naissance dans ce petit village sicilien. Alors ça, c'était un peu la base de c'est le postulat de départ de notre séjour là-bas, qui était mon énième séjour en Italie, je ne les compte plus, pour parler de ce qui arrivait véritablement présentement avec le clan Rizzuto, tu vois. Est-ce que c'est près du village de Corleone? Oui, c'est pas si loin, et je suis allé enfin pour la première fois de ma vie à Corleone. Et là, c'est un pastiche complètement débile de la mafia. On s'est fait accueillir, puis je vais te l'exposer en 2 temps si tu veux, parce que j'ai vu le meilleur et le pire, si on veut, de Corleone, parce que on se fait accueillir par un homme, un Italien, mais qui prend l'accent italien, italo-américain, en anglais un peu, qui dit « I will show you the real thing about the mafia, but not the real mafia ». Et là, il me dit que la maison dans laquelle nous sommes, c'est la maison de Don Corleone, et c'est ici que la mafia était. Mais tu comprends? Non, mais écoute, tu vois, là, il y a l'équivalent des petits dépanneurs, puis ils vendent des T-shirts du parrain, puis de Goodfellas, là, vraiment, là, ça fait partie du folklore de la place. Là. Ouais, et par contre, je te dirais, c'est balancer cet extrême-là par l'autre, c'est-à-dire que il y a un véritable musée. Génial. Génial. Et tu l'as vu, tu as vu les photos de Laetitia Battaglia, donc l'une des plus grandes photographes italiennes qui a documenté la fameuse saison des massacres, c'est-à-dire quand la mafia c'était probablement à son apogée, avait pris le contrôle de toutes les structures de la société et tuait à qui mieux des députés, des juges, elle a photographié ça, Madame Battaglia, dans des photos d'une dureté
Ah oui. Sans nom. Et tu rentres à un moment donné, après les photos, tu rentres dans une salle et il y a des dossiers qui vont du plancher jusqu'au plafond. Et ça, c'est des dossiers, justement, qui ont aidé là, dans les procès contre la mafia. C'est une infime partie des dossiers. Ceux du Maxi procès qui s'y trouvent en partie. Et c'est un musée qui est financé aussi à même les fonds publics. Là. C'est le devoir de l'État de rappeler ce qu'est donc cette mafia. Alors voilà pour la portion de Corleone. Écoute, et je fais une parenthèse parce que je sais que comme moi, tu es un fan de Roberto Saviano, ce journaliste très courageux qui avait dénoncé la mafia dans son livre Gomorrah, qui est devenu un film, une série à succès. Un journaliste qui doit maintenant être protégé régulièrement. Alors, il vient de publier un autre livre. Et là, tu vas capoter, je ne sais pas si tu le sais. 600 pages, c'est une biographie de Giovanni Falcone. Oh, je l'ignorais. J'aurais dû le savoir. Par Saviano, ça vient de sortir. Écoute, je vais mettre la main là-dessus. Là. Et Falcone moi aussi. étant ce juge-là qui s'était confronté à la mafia puis qui ont finalement tué en faisant exploser une portion de l'autoroute sur laquelle il roulait. Oui. Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, qui sont les deux figures. Tu sais, moi, j'étais avec un homme qui est maintenant un grand ami, un des journalistes les plus érudits en la matière en Italie, qui a écrit un grand livre sur la 'Ndrangheta, la mafia calabraise de l'autre côté du détroit de Messine, Antonio Taglia. Et pour Antonio, les hommes comme Antonio Borsellino, le juge Borsellino, Paolo Borsellino, puis le juge Falcone, pardonnez-moi, ils ont été des libérateurs d'une parole des jeunes Italiens qui en avaient assez de se faire voir comme des petits affranchis de la mafia qui vivaient dans un pays où la mafia avait tous les droits. Ça a libéré. C'est à cause, malheureusement, de leur meurtre que la société italienne a dit un non catégorique à la mafia, avec assez de succès, d'ailleurs, comparativement à plusieurs autorités dans le monde, dont le Canada, répète certains juges italiens. Alors, il y a ça. Il y a le fait aussi qu'on est parti sur la trace d'où a habité pour la dernière fois, d'où a habité Matteo Messina Denaro, le fameux diabolique, c'était son surnom, le capo des Tutti Capi, donc le grand patron des patrons de la Cosa Nostra, qui a été retrouvé en 2023, qui est mort depuis d'un cancer, mais il s'était caché, je pense que c'était à Castelvetrano, je me rappelle bien, c'était le parrain de Castelvetrano. On est allé là, écoute, il est resté pendant des dizaines d'années caché, entre guillemets, mais pas tant. Il était dans sa villa. Il allait acheter son café chaque matin à la même place et il bénéficiait du silence des gens, de la complaisance de plusieurs personnes. Et on a parlé à son neveu qui lui a dénoncé. T'imagines la drôle de situation? On a parlé à son neveu qui lui a décidé de dénoncer la mafia. Alors, le neveu de Matteo Messina Denaro lui dénonce la mafia. Il y a une écurie près de Castelvetrano. On lui a parlé, ça a donné une discussion éducative et surréelle dans laquelle il nous dit, écoute, et là tu vas rire. Il dit mon père, parce que son père avait une compagnie de construction, puis il dit, moi j'ai emmené mon père vers la dénonciation, lui et moi, parce que il avait mis sa compagnie de construction au service des associations mafieuses. Ça me faisait diablement penser à des scènes qu'on a vues au Québec, publicisées par la commission Charbonneau il n'y a pas si longtemps. Ben oui, tout à fait. Tu dis la complaisance des gens, mais tu sais, il faut se rappeler, souviens-toi, le Parrain 1 et le Parrain 2, c'est pas des documentaires, ce sont des films de fiction, mais basés sur des faits. Il faut se rappeler que il y a plusieurs décennies, les paysans italiens étaient très pauvres, travaillaient pour des riches propriétaires terriens. Lorsque les paysans italiens étaient victimes d'un crime, ils allaient voir les policiers ne faisaient rien parce que ces gens-là étaient des moins que rien. Et pour obtenir justice, ils allaient voir le don de la place. Et le don de la place, lui, il réglait le problème. Alors, ces gens-là, c'est certain qu'à un moment donné, ils ont commencé à avoir un lien avec ce gars-là qui protégeait un peu leurs intérêts.
Oui, tout à fait. C'est quoi la Cosa Nostra, au fond? C'est notre chose, hein? Notre chose à nous, tu peux l'adapter, si tu veux, à bien des situations communautaires en Italie. Notre chose à nous, notre possession, notre défense, les seigneurs, les donnes de la mafia ont toujours mis de l'avant et c'est vrai. Puis avec peut-être succès au départ, n'oublions pas que dans l'Italie fasciste, entre autres. Dans l'Italie fasciste, entre autres, il y avait un contre-pouvoir à ce moment-là. Mais c'est ça. La mafia s'est aussi modernisée énormément. Puis en se modernisant, elle n'était plus que dans les raquettes de protection. Puis elle est dans de grandes opérations de narcotrafic, de blanchiment d'argent. D'ailleurs, pour les fameux raquettes de protection, on a interviewé plusieurs personnes aussi parce que c'est pas que l'affaire du passé. Moi, j'avais beaucoup en tête mon premier voyage en Sicile. On m'avait fait l'apologie là, de l'organisme Liberater, à libérer la terre. Et puis, tu sais, ici, on ne paie pas le pizzo et tout ça. Je me suis arrêté à plusieurs places là où on m'a dit assez clairement, nous, on est encore obligé de le payer. Ah oui? Le pizzo, ouais. Ah oui, encore? Ouais. OK, les gens t'ont parlé. J'ai très, très hâte de voir ça ce soir. Est-ce que tu as dû quitter à toute vitesse le village, un peu comme quand tu vas au Mexique de temps en temps ou en Amérique du Sud et tu poses trop de questions, puis finalement, tu sens que la soupe devient trop chaude? Catholica Heraclea, à la base, quand tu es un étranger, tu ne restes pas là longtemps à poser des questions. Tu loues pas un bed and breakfast, disons. Et alors, c'était une opération, si tu veux, là, c'était une opération très rapide et planifiée, notre séjour là-bas. Et ça, je suis dans l'impression, par exemple, là, tu sais, la première fois que je suis allé à Catholica Heraclea, c'est il y a, mon Dieu, c'était pré-pandémique, là, cette affaire-là, c'était en 2019, si ma mémoire est... En fait, non, j'étais en Italie, tout près de la déclaration mondiale de pandémie, là, donc février 2020. Alors, c'était la première fois que j'allais à Catholica Heraclea, non pas en Italie, mais bien à Catholica Heraclea. Et je me rappelle, je m'étais fait encercler, pas encercler, mais il y a une moto qui était venue, un homme masqué devant moi, casqué, je devrais dire, qui faisait gronder son moteur. C'était le signal très clair qu'il fallait partir d'où on était. Cette fois, j'ai pas vécu ce même type d'invitation à quitter, mais de ma première expérience, je savais qu'il fallait pas rester longtemps. Mais j'ai eu la surprise, par exemple, tu vas les entendre ce soir, des habitants du village qui parlaient des risottos, qui nous disaient eux-mêmes, écoute, arrêtez avec ça, là, c'est du passé. C'est du passé, Richard, mais quand même, les autorités italiennes, lors du dernier voyage des risottos en Sicile, les ont suivis et ont manifestement épié leur conversation. Alors, c'est du passé, mais pas tant. OK. Écoute, j'ai très hâte de regarder ça. Merci et bon week-end, Félix. Salut. OK, merci. Merci à toi.